Bonjour tout le monde, bienvenue ce soir, bienvenue à la session de conversation sur l'attrait, la recherche sur l'attrait du laboratoire au succès. Je suis Heather Holmes, je suis la vice-présidente Est du Canada de la Société de l'attrait du Canada et merci beaucoup de votre présence ce soir avec nous. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, j'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve, le territoire traditionnel des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk Nation et Haudenosaunee. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est le foyer de nombreux peuples et je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de vivre et de travailler sur ces terres. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Maria Fernandez, professeure à la faculté de médecine de l'Université Laval et membre de l'Axe de recherche sur les maladies infectieuses et immunitaires du Centre de recherche du CHU de Québec. Maria nous aidera à faire la lumière sur la recherche scientifique et à découvrir cette discipline qui joue un rôle essentiel dans notre compréhension de l'attrait et nous permet d'espérer un jour parvenir à l'éradiquer. Avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Ce webinaire sera plus facile à visionner sur un ordinateur portatif ou de votre bureau. Si vous éprouvez des difficultés techniques, vous pouvez envoyer un courriel à info@attrit.ca. Pour adresser votre question à Maria, cliquez sur Questions-réponses au bas de l'écran. Nous allons essayer de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi converser en cliquant sur la fenêtre Converser qui se situe aussi en bas de l'écran si vous voulez échanger avec d'autres participants ou avec le modérateur de la Société de l'attrait du Canada. Pour quitter la boîte de questions ou de clavardage, vous avez simplement cliqué sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Alors, de nombreuses questions que nous avons reçues à l'avance portaient sur des thèmes similaires. Nous allons aborder donc en première partie, c'est quoi la recherche scientifique? Quel est le parcours type d'une recherche, de l'idée de recherche jusqu'à sa publication? Et quelles sont les perspectives d'avenir pour la recherche sur l'attrait? Je tiens à remercier nos commanditaires ce soir, Pfizer, ainsi que tout le monde que vous voyez sur l'écran. C'est grâce à nos commanditaires qu'on est capable de vous offrir ces services. Alors, on va commencer. Tout d'abord, bienvenue beaucoup à notre invitée Maria Fernandez. Maria, pour débuter, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la recherche sur l'attrait? Bonjour, merci beaucoup Heather pour l'introduction. Alors, pour répondre à votre question, la recherche, c'est un processus qu'on utilise pour découvrir et comprendre le monde autour de nous. Et ça implique des méthodes déjà validées par des experts dans notre domaine. Et c'est une investigation quand même très organisée et méthodique. Il y a une rigueur aussi. Alors, pour juste donner un exemple, si je m'intéresse à savoir comment le système immunitaire nous protège contre des pathogènes, comme des virus et des bactéries, je vais utiliser des différentes méthodes de la recherche pour comprendre, identifier des défenses que notre corps va utiliser pour nous protéger. Maintenant, si on revient à l'arthrite, et on imagine qu'on peut représenter toute notre connaissance de l'arthrite avec une casse-tête. Évidemment, la casse-tête n'est pas complète et le but de chaque laboratoire de recherche, des chercheurs, des cliniciens-chercheurs, est imagé sur le schéma à gauche. Chacun va apporter un nouveau morceau à cette casse-tête pour le compléter, pour comprendre mieux la maladie. Alors, le but, c'est vraiment de faire des nouvelles découvertes. Et comme imagé en bas à droite, les patients eux-mêmes peuvent aussi nous aider à compléter la casse-tête en amenant leurs morceaux et nous aider aussi à compléter à mieux comprendre l'arthrite. Et leur contribution est importante à tous les niveaux. Alors, il y a différents types de recherche. Moi, j'œuvre dans la recherche fondamentale. Ça a lieu dans les laboratoires avec les chercheurs et leurs étudiants, les assistants de recherche. Ça, c'est imagé à gauche.
Et à droite, on voit la recherche clinique. Ça, c'est plutôt au niveau de tester l'efficacité de médicaments, d'un prédicteur de la sévérité de la maladie ou des diagnostics. Et entre les deux, c'est absolument essentiel d'avoir ce qu'on appelle la recherche translationnelle. Pour moi, comme chercheur, quand je fais une découverte, j'ai besoin d'aide des personnes avec différentes expertises pour pouvoir amener ma découverte vers la clinique. Et tout ça dans le but, comme imagé en bas, de amener des nouveaux traitements pour les patients et améliorer leur qualité de vie. J'ai illustré ces différents types de recherches dans les prochaines diapositives avec l'exemple du parcours du développement de médicaments. Alors, je me trouve à gauche en haut comme chercheur fondamental et en bas à droite, vous voyez qu'on est déjà en clinique. Et ça, c'est plutôt la recherche clinique. Entre les deux, vous voyez les étapes on doit, ou les démarches qui doivent être prises avant d'arriver en clinique. Et on va suivre ces différentes démarches dans les prochaines diapositives. Mais avant de le faire, je vais juste vous sensibiliser au temps que ça prend. Alors, le temps que ça prend à faire une découverte en recherche fondamentale, c'est pas vraiment prévisible. On dépend des découvertes intérieures pour évoluer dans nos projets. Par contre, à partir d'évaluations précliniques, entre les deux, fondamentales et arrivée en clinique, il y a quand même une période à environ 10 à 12 ans entre la recherche fondamentale et la clinique, et aussi quelques années pour la réglementation, comme vous voyez en bas à gauche. Alors, c'est un processus qui est assez long. Par contre, ça peut être raccourci dans des cas exceptionnels, comme on a vu pour la COVID. Alors, la recherche fondamentale, on n'a pas un but nécessairement économique, c'est vraiment des questions qu'on pose sur l'environnement, sur les phénomènes autour de nous. On veut comprendre ce qui se passe et à un moment donné, peut-être on trouve une cible potentiellement thérapeutique et on va aller en recherche préclinique. Et de ce stade-ci, on est encore dans le laboratoire. On teste notre molécule dans les cellules, des fois des patients qu'on a obtient en biopsie, dans les modèles animaux également. Et on essaie aussi d'estimer la dose qu'on pourrait éventuellement administrer chez une personne à partir des modèles animaux. Alors, il y a 3 phases à la phase clinique, la partie clinique, phase 1, 2 et 3. Et dans phase 1, on évalue la toxicité de notre médicament qui cible notre molécule dans des donneurs sains. Phase 2, on fait une petite étude chez les patients pour voir s'il y a une efficacité et quelle dose n'engendre pas des effets indésirables. Et phase 3, ça implique une grosse cohorte, un grand groupe de patients pour vraiment aller valider l'efficacité et la toxicité qui n'est pas trop élevée du médicament en question. Phase 4, c'est où on suit l'utilisation du médicament quand c'est déjà sur le marché pour s'assurer qu'il n'y a pas des effets indésirables qui n'a pas été observé en phase 1 à 3. Merci beaucoup, Maria, pour ces explications. Je trouve que vous avez le tour de très bien expliquer une matière qui peut être très, très complexe. Alors, merci beaucoup. Nous avons souvent l'impression que c'est très long, comme vous avez mentionné, pour établir ou obtenir des résultats. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le parcours type d'une recherche scientifique? Avec plaisir. Alors, tout projet de recherche commence avec une question qui provient d'une idée qu'on a. Et cette idée vient de la lecture de la littérature, la discussion avec des collègues. Et il faut quand même confirmer que ce qu'on va proposer comme recherche n'a pas été déjà rapporté ailleurs. Il faut que ce soit original et on élabore une hypothèse qui c'est finalement une réponse à une question préalablement
à une question à laquelle on veut répondre. Et ça, c'est imagé à droite. On peut regarder en haut la petite la lumière, ça c'est l'idée. Et si on migre vers la droite, on lit et on crie notre hypothèse. Et c'est une question à laquelle on va répondre euh, et avec une certaine réponse attendue. Et pour prouver l'hypothèse ou l'infirmer, on doit faire des expériences dans le laboratoire et on analyse les résultats. Et par la suite, après une analyse critique, il faut absolument les rapporter, avoir le retour de nos collègues et d'autres chercheurs et cliniciens également. Et souvent, nos découvertes amènent à d'autres idées et le cycle recommence. C'est pour ça qu'on image le processus de la recherche en cercle parce que c'est continu, c'est itératif comme processus. Et c'est très stimulant intellectuellement aussi. Mais il faut la financer. Les idées et la lecture, ça n'a pas besoin d'être... c'est un temps qu'on investit dans nos projets, mais pour faire les expériences, il faut aller chercher du financement et pour cela, il faut écrire des demandes de subventions. En bas à gauche, c'est un petit schéma pour vous rappeler que bien écrire, il faut travailler fort là-dessus, il faut avoir des formations parfois. Certaines personnes l'ont d'emblée d'une façon innée de bien écrire, mais il faut apprendre à bien expliquer aux arbitres qui, en haut à droite, sont débordés souvent de demandes à évaluer et on aimerait qu'ils sourient au lieu d'être complètement découragés, comme imagé en bas à droite. Ouais. Juste une petite question, si je peux. Il y a quelqu'un qui vient de demander qu'est-ce que vous voulez dire exactement par questionner son environnement? Quand vous avez dit ça commence avec le questionnement de l'environnement, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? D'accord. Alors, ça peut être des questions dans n'importe quel domaine. On est dans le domaine de la santé. Si, par exemple, je veux comprendre comment est-ce que mon corps me défend, ou par exemple, quand je me graffigne, euh, je- Hmm. la plaie devient rouge et il y a une enflure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? C'est des défenses que notre corps utilise pour nous protéger. Et je vais étudier qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient rouge, qu'est-ce que ces défenses font, comment est-ce qu'ils éliminent le pathogène. On peut regarder autour de nous pourquoi le ciel est bleu ou les feuilles Hmm. pourquoi elles sont vertes. C'est vraiment juste des questionnements dans ce sens-là. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci. OK, alors, il n'y a pas de but économique à ça, c'est vraiment une curiosité. Alors, je continue. Dans la recherche, je vais juste, ça m'a été demandé de parler de nos responsabilités. Qu'est-ce que nous, on fait en tant que chercheurs dans le contexte d'un processus de recherche, déroulement d'un projet. Après avoir conçu notre idée et avoir fait notre demande qui peut être faite à différents groupes subventionnaires, il faut engager du personnel et ça inclut des assistants de recherche et des étudiants gradués ou à différents niveaux, maîtrise, doctorat, baccalauréat. Il faut qu'on les forme, qu'on s'assure qu'ils font bien les expériences, qu'on les suit dans tout leur cheminement également. Les résultats sont générés. On les analyse ensemble avec des collaborateurs aussi. La collaboration est importante et on décide qu'on est prêt à publier. On est satisfait avec la validation de ce qu'on voit comme observation et on publie dans les journaux, mais aussi on le présente dans des congrès. C'est un lieu où on peut échanger avec d'autres experts dans notre domaine, mais aussi avec des patients et d'autres groupes de recherche. Et aussi, en tant que chercheur, on a des tâches d'enseignement à l'université et administrative. Alors, on fait tout ça. La vie est très excitant de faire toutes ces tâches, mais c'est occupé. Et il faut avoir une certaine personnalité, la curiosité, comme je viens de décrire, il faut être curieux, il faut vouloir savoir comment le corps fonctionne, il faut aller chercher des idées dans nos lectures, il faut être créatif dans le sens de trouver des nouvelles façons
d'amener à une découverte importante. Détermination, c'est très difficile, la recherche, c'est pas toujours, le succès comme on voit dans des fois, dans les nouvelles, c'est long et alors il faut être déterminé, il y a beaucoup de rigueur, il faut trouver des solutions à des expériences qui fonctionnent pas. Il faut collaborer aussi, la collaboration, l'échange des idées, ça aide aussi à avancer la recherche et bien communiquer. Il faut vendre son projet, dans le sens que, il faut bien vulgariser l'importance, de ces découvertes. Pour y arriver, ça prend, la formation à différents niveaux. On commence en haut à gauche avec un baccalauréat au niveau de l'université. On a suivi évidemment un cursus scientifique, au cégep et on fait une maîtrise doctorat. Le doctorat donne le passeport pour pratiquer la recherche et pendant tout ce temps, on donne des conférences comme il faut on apprend à faire les expériences, mais aussi à les rapporter dans les conférences, à faire des stages dans d'autres laboratoires, apprendre à collaborer et tout cet entraînement est très important quand on devient chercheur un jour. Vous êtes passionné. On entend dans votre voix, on entend avec vos explications. Merci. Puis c'est pas un parcours facile non plus. C'est un parcours où il faut vraiment déterminer. Je suis d'accord avec vous. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu des recherches dans lesquelles vous et votre laboratoire êtes impliqués présentement? Avec plaisir. Heu, si je m'excuse. Alors, mon parcours, je vais parler un petit peu de mon parcours. J'ai de petites, suivi en haut le baccalauréat, maîtrise et doctorat pour vous, mettre en contexte, dans quelle partie de mon parcours, que je mentionne ici. Alors, j'ai fait, une maîtrise doctorat en génétique qui m'aide aujourd'hui à bien comprendre dans le composant génétique de certains types d'arthrite. J'ai pendant mes études graduées identifié des modifications dans le matériel génétique qui causent la maladie et aussi comment la protéine qu'on vous voyez à droite, alpha, beta, XA, comment est la partie de la protéine qui est importante pour son action. Alors, c'était un moment, très, 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 stimulant. On était à la course avec les compétiteurs, c'est très compétitif en recherche, Hmm. mais on a réussi à arriver à à rajouter un morceau du casse-tête important, heureusement. Dans mes stages postdoctoraux, je me suis intéressée beaucoup à l'inflammation, un globule blanc qui s'appelle le neutrophile, très impliqué dans l'inflammation et le globule blanc le plus nombreux dans les articulations, pendant une crise inflammatoire dans l'arthrite rhumatoïde et dans l'autre stage postdoctoral, j'ai aussi, travaillé sur les protéines de surface qui est imagé à gauche avec le cercle, qui sont importantes pour l'activation et l'inhibition de cette neutrophile et j'étais introduit à l'arthrite pendant mon stage postdoctoral, en particulier la goutte. Alors, j'ai pris toutes ces connaissances que j'ai appris pendant mon parcours, sont imagées dans la moitié de la diapositive, le neutrophile pendant mon stage postdoctoral, l'arthrite, j'ai commencé aussi dans le stage postdoctoral, la génétique pendant mes études graduées et j'ai établi un programme de recherche qui vise à mieux comprendre l'inflammation dans la maladie chronique inflammatoire, surtout la PAR, la polyarthrite rhumatoïde et la goutte. Et on veut, avec nos découvertes, nous, on est inspirés par comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui se passe chez ces patients qui fait en sorte qu'ils vont souffrir de ces maladies et qu'ils vont avoir l'inflammation plus que moi, par exemple. Mais on veut aussi prendre nos découvertes pour trouver des cibles thérapeutiques et les marqueurs prognostiques pour prévoir le développement de la maladie, des réponses aux médicaments. On est très intéressé à la recherche transactionnelle également. Alors, je vais donner une petite capsule d'informations sur une de nos découvertes. On s'intéresse beaucoup aux freins. On s'entend qu'il faut quand même freiner l'inflammation. Ça ne peut pas durer pour une éternité, ça cause des dommages. Chez
ce que nous, on a démontré, c'est que des freins chez le neutrophile, comme j'ai dit, le globule blanc, c'est très impliqué dans l'inflammation. Il y a un des freins qui n'est pas présent à une quantité assez importante pour réguler l'inflammation. Alors, si on étudie ce frein qu'on appelle CLEC12A dans un modèle expérimental d'arthrite, on voit que quand on enlève le frein, comme vous voyez à droite, il y a très peu de freins, quasiment, il n'y a aucun frein chez ces animaux, on va avoir une inflammation exacerbée, beaucoup plus importante que chez les animaux qui ont une quantité de frein normale. Et on a étudié le niveau d'expression, le niveau de ce frein chez les patients avec l'arthrite rhumatoïde et on a démontré qu'effectivement, les patients avec une quantité moindre de ce frein, leur maladie était plus active et aussi ils ont plus de certaines protéines inflammatoires en circulation. Alors, c'est une recherche qui nous a permis d'aller de faire le saut de la recherche fondamentale vers la clinique et c'est facilité par une biobanque qu'on a sur place qui s'appelle la biobanque EMRAS qui a été établie en 2011 par Dr. Paul Fortin en collaboration avec les cliniciens et les chercheurs fondamentaux ici au CHUL. C'est une banque d'échantillons de patients avec les maladies rhumatismales auto-immunes systémiques. On a beaucoup d'échantillons diverses qui sont de haute qualité. Il y a quand même, on suit des méthodes de conservation de ces échantillons standardisés. On a des données cliniques une banque de données cliniques importante. Et cette biobanque nous a permis éventuellement de développer ou établir le centre d'arthrite chez nous. Et ça nous permet, en tant que chercheurs fondamentaux et cliniciens-chercheurs, de se rencontrer régulièrement et d'échanger des données, de collaborer ensemble avec nos étudiants également. Alors, c'est une force si on a une bonne masse critique ici au CHUL et ça nous a permis, nous, de faire la partie du projet CLEC12A sur les patients. Alors, ce centre d'arthrite est dirigé par Paul Fortin et Dr. Éric Poillard. Je vais juste parler rapidement sur une partie plus fondamentale de cette frein. Comme vous voyez dans le schéma à droite en haut, vous voyez une petite protéine. Le frein est en vert fluo et lui, il va envoyer un signal vers le noyau de la cellule. Et nous, ce qu'on essaie de faire dans le laboratoire, c'est comprendre comment cette frein envoie les signaux vers le noyau et comment ces signaux ne fonctionnent pas bien chez les patients pour essayer de les corriger et essayer de trouver des cibles. Et je nomme quelques techniques. On utilise des cultures, on pousse des cellules dans les flasques, on les transfecte, on introduit des variants de ce frein dans ces cellules pour voir comment il réagit. On utilise la microscopie, on voit à droite des cellules en vert. Le vert, c'est ce frein qu'on est capable de détecter chez ces cellules. On a trouvé des régions du frein qui ne fonctionnent pas bien. Et tout ça, comme j'ai dit, pour mieux comprendre l'arthrite rhumatoïde, comment combattre l'inflammation en ciblant le frein ou les mécanismes qui déclenchent quand il est actif. Et aussi, on a trouvé que ce frein peut aussi agir dans d'autres maladies comme la goutte également. Alors, je vais arrêter là parce que je parle beaucoup quand ça vient à ma propre recherche. Non, mais c'est tellement intéressant. J'apprécie énormément les explications. Merci. Je trouve ça stimulant. Puis, on peut vous écouter pendant longtemps. Selon vous, c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir sur la recherche sur l'arthrite? Ça, c'est une question qui n'a pas de bonne réponse. C'est une excellente question. Alors, tout ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est mon avis à moi avec mon expérience dans la recherche fondamentale et aussi mes collaborations avec la clinique, les rhumatologues. Alors, il y a beaucoup d'avancées,
Mais dans mon domaine et ce que moi je connais autour de moi, ce qui est vraiment de l'avenir, c'est la technologie qui nous amène à générer beaucoup, beaucoup de données. Alors, si on regarde à gauche, on on voit les différents niveaux d'analyse qu'on peut faire. On peut regarder le matériel génétique des patients, ça les génomique et transcriptomique. On peut regarder les protéines qu'ils produisent et aussi les métabolites, les petites molécules. Dans mon temps, quand j'ai commencé mon doctorat, on regardait un gène à la fois, un transcriptome à la fois, peut-être 2, 3, une protéine à la fois. Et les métabolites étaient pas dans mes horizons encore. Aujourd'hui, ça a changé. On regarde beaucoup de gènes à la fois, beaucoup de transcriptomes, beaucoup de protéines. Transcriptomes, en passant, c'est juste des recettes qu'on transmet à la cellule pour qu'elle fasse les protéines. Alors, c'est vraiment à grande échelle et Mm. en plus avec, les avancements pour pouvoir analyser toutes ces données, ça nous permet de mieux comprendre des maladies aussi complexes, l'arthrite rhumatoïde et d'autres maladies, d'autres types d'arthrite et développer des nouvelles, nouveaux médicaments, je m'excuse, identifier des, marqueurs qui peuvent prédire la progression de la maladie avec, avec une, comment dire, une spécificité assez élevée. On comprend mieux comment la maladie a lieu et qu'est-ce qui fait en sorte que le système immunitaire ne fonctionne pas bien. Alors, c'est vraiment intégrer plusieurs aspects de la maladie dans un et ça demande la collaboration entre chercheurs, entre des équipes, des cliniciens et comme j'ai dit au début, les patients, leur rôle, c'est très important. J'ai déjà mentionné les biobanques, c'est grâce aux patients qui sont, ouverts à nous donner des dons de sang qu'on peut faire les analyses et arriver à faire des découvertes et je pense que ça, c'est le futur où, en clinique, on va avoir une meilleure idée plus précise de l'état de la maladie et comment la traiter. Alors, on va vers, à mon avis, une médecine, personnalisée et où le patient va mieux comprendre sa maladie. L'avenir, la recherche, c'est pas juste les découvertes des molécules, des médicaments, de comprendre la maladie, mais aussi pour nous, les chercheurs, mieux vulgariser notre recherche, vis-à-vis les patients pour qu'ils nous aident aussi, à mieux comprendre nos résultats et comment les appliquer à leurs besoins, comment dire, comment est-ce que nous, on peut, avec nos recherches, améliorer la vie, des patients? Alors ça, c'est un point de vue, un chemin de l'avenir. Il y a d'autres, parce qu'il y a différents types de recherches fondamentales, cliniques, translationnelles. Merci beaucoup. J'apprécie énormément le partage de votre cerveau, comme j'ai dit au début de la présentation. On a hâte d'avoir le partage de votre cerveau. Vous le faites très bien. Merci beaucoup. Alors, juste pour l'audience, les gens qui sont avec nous ce soir, ça termine la présentation officielle. On ouvre la période questions et réponses. Et je trouve ça très, très encourageant pour les gens qui sont avec nous ce soir de savoir qu'il y a des gens qui passent leur journée et leur travail, leur profession à trouver des solutions pour la gestion de douleurs, des solutions pour les gens qui sortent de la retraite. Alors, merci. Merci beaucoup, Maria. Ça fait plaisir. Oui, on a reçu quelques questions à l'avance et je vais rentrer aussi des questions dans le clavardage. Alors, on peut peut-être commencer avec quelqu'un qui vient de poser la question. Faites-vous beaucoup d'échanges avec des laboratoires à travers le pays, avec d'autres pays même? Comment ça marche au niveau de la partage? Oui, tout à fait. Merci pour la question. C'est sûr qu'on ne peut pas travailler en silo en recherche. C'est impossible de faire des avancées si on travaille en silo. Alors oui, nous, on travaille avec des collaborateurs en Grande-Bretagne, en Australie, aux États-Unis, avec des expertises complémentaires. On ne peut pas avoir toutes les expertises dans un laboratoire. Alors, nous, on amène le côté inflammation, les modèles animaux. Ce qui est notre force aussi, c'est la cohorte. C'est pas tout le monde qui a accès aux échantillons aussi rapidement que nous et bien caractérisé. Hmm. Et d'autres chercheurs dans d'autres pays nous amènent leur spécialité. Alors, la réponse est oui, et c'est à travers le monde. Pas Non, tous c'est les fascinant. pays, mais je les ai nommés. Oui, merci. Comment est-ce que les décisions de financement des projets de recherche sur la traite
sont elles prises? Et quelles sont les principales priorités ou critères qui influencent ces décisions? OK. Alors, c'est sûr que comme j'ai dit au début, le on veut faire des découvertes qui avancent d'une façon importante nos connaissances. Alors, c'est sûr que les organismes qui vont, donner les fonds, il faut qu'ils choisissent forcément des projets qui ont un potentiel de faire avancer les connaissances et ça, c'est basé sur l'idée, les connaissances déjà établies dans le domaine. Est-ce que, le chercheur a l'expertise ou l'équipe pour le faire? Les critères dépendent beaucoup des organismes subventionnaires. Il y a certains qui, chacun veut, subventionner une recherche en particulier. Ils ont des objectifs, d'autres sont plus ouverts à une recherche, sur la traite en général. Alors chacun a leurs critères sur le type de recherche qu'il veut subventionner. On a des types de d'organismes, ça peut être, au niveau national, fédéral, des fonds publics ou privés également, les fondations à but non lucratif et les philanthropes. C'est plus rare quand même, mais ça arrive aussi. Mais chacun a ses critères, mais les critères d'excellence et de faisabilité, c'est important. Mmh. Ouais, Et aussi évidemment, ces critères, il faut que je les mentionne. Je sais que la Société d'arthrite met beaucoup d'emphase là-dessus. C'est pas juste les scientifiques qui les décident quel type de recherche ils vont subventionner. La voix du patient est quand même prise en compte, quand les organismes prennent leurs décisions, sur quel type de recherche ils veulent subventionner. ouais, c'est un excellent point. Puis je peux ajouter qu'au niveau de la Société de l'Afrique du Canada, c'est, c'est parmi nos priorités en termes de notre mission. La recherche est très importante. On réalise que c'est le clé pour débloquer un avenir sans douleur pour plusieurs patients. Alors, on est très fiers de dire qu'on est un grand investisseur à travers le pays, dans chacune des provinces, incluant le Québec. On a comme vous avez mentionné, cohorte, le mot cohorte, on a une gamme de chercheurs au Québec. On est très fortunés d'avoir les expertises, les expériences au Québec qu'on a. Tout à fait. Alors, la prochaine question qui est rentrée, quels sont les principaux types d'essais cliniques et comment sont-ils menés? OK. Alors, il y a, comme j'ai dit, il y a la phase 1, 2 et 3. Les essais cliniques sont différentes phases et comme j'ai décrit, il y a, la première phase, on veut déterminer la toxicité d'un médicament chez les donneurs, des personnes saines. Et par la suite, la phase 2 est suivie et implique, tester le médicament chez un petit groupe de personnes qui ont la maladie et déterminer l'efficacité et des doses qui n'ont donnent pas des effets indésirables. Et par la suite, la phase 3, c'est à ce stade qu'on fait le test sur un grand nombre de patients et qu'on établit, une véritable, efficacité et peu de toxicité pour aller sur le marché avec le médicament. Parfait. Merci. Est-ce qu'une recherche scientifique doit toujours être en partenariat avec une université? Pas nécessairement. C'est sûr que quand on est un chercheur affilié à l'université, on fait la grande majorité de notre recherche, c'est affilié à l'université. Il y a aussi des recherches qui sont avec le privé, les grands Mm. pharmaceutiques, pour des essais cliniques ou tester un médicament avec les expertises qu'on a chez nous. Alors ça c'est une possibilité également. Et aussi, il y a d'autres, organismes financiers qui financent des recherches, translationnelles uniquement qui visent vraiment partir des nouvelles compagnies avec les découvertes qu'on fait. Ça s'appelle des venture funds en anglais. Mhm. Heu, Ouais, et il y a toute possibilité, un ou l'autre ou plusieurs combinaisons, tout est possible. excellent, merci. Est-ce que vous savez si de nouvelles molécules sont actuellement développées pour le traitement spécifique de la traite inflammatoire? Les nouveaux, médicaments, il y a du La question parle des molécules, fait que je ne sais oui, pas il y a exactement. oui, il y a toujours des molécules dans les pipelines, c'est sûr, des compagnies.
Je pense que la découverte une des découvertes les plus importantes, on le connaît maintenant là, c'est les biologiques. Mm. Alors, c'est toujours en développement et il y a toujours des molécules, effectivement, en développement pour traiter, ces maladies. Et tout va dépendre qu'est-ce qui arrive sur le marché. Ça suit le cheminement que je vous ai décrit, hein. À partir du moment de la découverte jusqu'à la clinique, le taux de réussite, c'est pas toujours au rendez-vous. Il y a des risques à chaque étape. Alors, Mhm. il y en a des choses toujours en développement. Ouais. C'est bon de savoir qu'il y a de l'espoir. J'adore le fait que, comme j'ai mentionné, vous travaillez, vous contribuez à la société d'une manière tellement importante en donnant de l'espoir aussi aux gens qui souffrent des maladies. C'est très apprécié. Comment est-ce que votre recherche prend en compte les besoins spécifiques des patients atteints d'arthrite, tels que la gestion de la douleur ou la qualité de vie? Et alors, c'est une bonne question. Heureusement, j'ai parlé du frein parce que c'est facile à expliquer pour ce projet. Comme j'ai dit, on a déjà des évidences que chez les patients, le niveau de ce frein est associé ou corrélé avec le niveau de la maladie, l'activité de la maladie. Moins de freins, plus l'activité est plus grande. C'est une étude pilote. Il va falloir qu'on le valide sur une cohorte, beaucoup plus grande. Alors déjà, ça démontre notre intérêt, pour les patients. Si on Hmm. peut l'utiliser éventuellement comme marqueur de réponse au traitement ou de progression de maladie. Je veux souligner tout de suite que c'est une maladie complexe, alors, c'est pas juste ce frein en lui-même qui va être un bon marqueur, il va fort probablement l'agencer avec d'autres marqueurs pour avoir, comme un ensemble une combinaison de marqueurs qui vont nous aider à mieux, traiter la maladie. À travers cette recherche, on peut, peut-être aussi identifier de nouvelles sites pour des traitements, diminuer l'inflammation et je suis en contact constamment je collabore étroitement avec les cliniciens chercheurs ici au CHUL. J'ai aussi, des discussions, une collaboration avec, Dawn Richards qui, est vice-présidente, de ACA, l'Alliance canadienne, d'arthrite et elle m'aide beaucoup à voir aussi mon projet, heu, du point de vue des patients et aussi à vulgariser le projet. Alors, c'est plus quelques exemples de comment nous on essaye d'aller vers le patient avec notre recherche fondamentale. Merci beaucoup. Bon, ça vient de rentrer cette question. Y a-t-il des aspects particuliers de la recherche sur l'attrait auxquels le grand public devrait prêter attention, comme des initiatives de sensibilisation ou des opportunités de participation à des essais cliniques? OK. Alors ça, je pense que c'est une question très importante pour les patients, effectivement. Comment s'informer sur les essais cliniques et qu'est-ce qui se passe dans le domaine? C'est sûr que la Société d'arthrite, sur leur site, ils donnent beaucoup d'informations sur les projets en cours, comment les patients peuvent y participer dans ces projets. Hem, les patients peuvent aussi s'informer, auprès de leur médecin, les rhumatologues. Ici, en tout cas, localement, on a, dans la salle d'attente, constamment des annonces, on informe les patients sur un écran télévisé des projets en cours, sachant que, la personne qui dirige le projet ne peut pas recruter le patient directement. C'est quand même très réglementé, mais c'est à travers ces moyens que, les patients peuvent s'informer ce qui se passe, au moins au niveau des projets de recherche, hem, en cours, et voilà, je pense que ça couvre pas mal tout. En tout cas, ça couvre pas tout, mais c'est quelques idées, Ouais. comment se tenir informé, hem, et voilà. La société, merci, puis je vais juste ajouter que la Société d'Afrique du Canada est aussi membre au niveau de la loi des patients pour la recherche Québec qui s'appelle Catalyst. Fait que Catalyst ont leur site web et ils ont accès à toutes les recherches ou à la majorité des essais cliniques qui se font au Québec. Fait que les personnes dans l'audience peuvent aussi valider auprès de eux comme autre alternative. Je voulais juste rajouter un point, parfois, je pense que c'est pas toujours évident,
pour des patients, comment est-ce que je participe, qu'est-ce que je fais? Et je sais que la Société d'arthrite a de la documentation là-dessus, comment, est un patient qui participe à un projet, un patient partenaire, et Ouais. ACA OCAPA a aussi des informations à cet égard-là. Oui, honnêtement, le site web de la société est très, ça m'impressionne le niveau de détail avec les informations qu'on a. Alors, je suggère, j'offre l'option à tout le monde qui nous écoute de visiter le site de la société arthrite.ca. C'est facile à retenir, arthrite.ca. On a aussi un ligne 1-800 qui est sur notre site web. Vous pouvez poser vos questions. On a aussi une boîte de courriel, comme j'ai mentionné au début, info@arthrite.ca. Fait qu'il y a plusieurs façons aussi pour les patients de se sentir soutenus par la Société d'arthrite. Bon, la prochaine question. Comment les avancées de la recherche sur l'arthrite pourraient-elles potentiellement transformer la vie des personnes atteintes de cette maladie à l'avenir? Ou big question. Alors, les avancées dans la recherche, comme j'ai mentionné pendant la présentation, je pense qu'on va vers, un monde avec une une médecine personnalisée, des Hmm. traitements un peu plus, hem, c'est un traitement plus approprié si on veut, là, les rhumatologues cliniciens font ce qu'ils peuvent, mais avec plus d'informations sur, l'état de la maladie, informations plus précises avec les nouvelles technologies, les traitements vont peut-être être plus efficaces, diminuer les effets secondaires, de ces médicaments. Je suis pas clinicienne, je suis, chercheur fondamentaliste, alors c'est mon point de vue à moi. Hem Et aussi, je pense que les avancements dans la recherche, c'est pas juste, comme j'ai dit, la découverte des nouveaux médicaments, mais aussi, l'avancement dans la recherche avec le patient. Le Hmm. patient et le chercheur. Ça va nous aider, à parfois, ça nous aide d'ailleurs à voir nos recherches, plus dans le contexte de la réalité du patient. On peut pas changer tous nos projets, mais on peut au moins orienter parfois, des questions qu'on pose pour être plus, appropriées pour, la réalité du patient. Alors, je pense que le partenariat patient, chercheur, clinicien-chercheur, ça va aider aussi. Et aussi, avec toutes ces nouvelles informations et nous, on vulgarise mieux, peut-être ça va aussi aider le patient à mieux comprendre sa maladie et mieux vivre avec sa maladie aussi. Hmm. Alors les nouveaux traitements, on espère, on vise toujours guérir, c'est difficile à prévoir la guérison, mais la technologie avance à une, heu, une vitesse très élevée. Alors, avec l'intelligence artificielle aussi, ça Ouais. aide beaucoup, dans le monde médical. Alors, tout est possible et je pense que c'est positif dans le futur. Mais j'ai pas la balle de cristal, je peux pas voir tout. Ouais. Mais merci d'avoir partagé l'espoir, c'est bien. Là, quelqu'un lui demande, autre que par de l'aide financière, comment peut-on contribuer à faire avancer la science en n'étant pas des professionnels de la santé? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que patient pour aider? D'accord. Alors, un patient peut être, un patient partenaire, comme j'ai mentionné, ou un patient partenaire, ce qu'il ou elle fait, c'est, discuter de la recherche avec les chercheurs à différents niveaux, dès la conception du projet, que c'est idéal, aider à interpréter à voir les résultats du contexte du patient, à vulgariser aussi les découvertes des chercheurs, c'est très important. Nous, j'ai beaucoup appris, j'ai des rencontres avec Dawn Richards, plusieurs fois par année. Elle m'a appris à mieux écrire mes textes de vulgarisation dans mes demandes de fonds et ça nous force à voir notre recherche de différentes façons et parfois demander une nouvelle question. Quand on doit expliquer notre recherche dans différentes façons, on voit des choses différemment et c'est pas ça peut soulever de nouvelles questions aussi. Alors, suivre, le processus de recherche, les démarches à tous les niveaux et rendu à la recherche clinique, ils peuvent participer dans, des essais cliniques aussi ou des projets et aussi donner des échantillons aux biobanques, ça nous a aidé beaucoup. Hmm. Alors, j'espère que ça répond à la question. Oui, peut-être juste une question de suivi. Quand vous parlez d'offrir un échantillon au biobanque, comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est via le médecin? Si quelqu'un est intéressé à offrir leur soutien comme ça, qu'est-ce qu'ils font?
Oui, normalement, il y a des critères à suivre aussi, là, et c'est pour des projets. Alors oui, c'est normalement un recrutement par, dans notre cas ici localement, par le rhumatologue ou de médecins traitants qui réfèrent au rhumatologue le patient. Et et il y a quand même un consentement à signer. C'est excessivement réglementé. Qu'est-ce qui se passe avec l'échantillon et comment on le traite et comment on pour quel projet on l'utilise. Il n'y a pas de danger à cet égard. Mais chez nous, c'est vraiment par le rhumatologue, que ça se passe. Mmh. Merci. Question sur les défis financiers. Quelqu'un veut savoir quels sont vos défis financiers auxquels vous et d'autres chercheurs, surtout en arthrite, sont confrontés lorsqu'ils essaient de financer leur propre projet. Défis financiers. Je pense qu'il y a des défis financiers, dans tous les domaines de recherche, incluant l'arthrite. Ouais, C'est sûr que le taux de succès de recevoir des fonds, avoir du succès, c'est pas excessivement élevé. C'est un phénomène mondial. On a besoin de plus de fonds pour faire amener nos découvertes, pour faire des découvertes finalement. Alors oui, on doit faire des demandes à plusieurs sources, autant nationales, provinciales, internationales également. Alors, c'est un gros défi, mais il faut être déterminé, comme j'ai dit comme j'ai mentionné dans une diapositive. ouais, C'est une passion parce qu'il y a des échecs et il y a des succès aussi. ouais, ouais, c'est vrai. Généralement, comment fonctionnent les étapes préalables au lancement d'une recherche scientifique? Exemple, choix de l'équipe, comment vous trouvez votre cohorte, les étapes préliminaires. OK, les étapes préliminaires, d'emblée, j'ai mon programme de recherche quand je suis recrutée à une université. Ils me recrutent parce que mon programme de recherche les intéresse, et j'emmène quelque chose d'important pour eux. Par la suite, accès aux cohortes, comme vous avez demandé, c'est par les collaborations ou c'est sur place? Ça, c'est vraiment une question. Le type de recherche qu'on peut faire, ça dépend beaucoup de où on est, physiquement, les plateformes la technologie qui nous est disponible, mais on collabore beaucoup avec d'autres groupes, des fois, qui font des expériences que nous, on ne peut pas faire. Qui est-ce qu'on engage? Il faut que ce soit des personnes qui ont l'expertise pour faire les expériences qu'on doit faire pour tester notre hypothèse, notre question. Et ça, c'est des assistants de recherche, des étudiants gradués. Alors, nous, on les forme, on les suit à tous les jours, d'une façon journalière quand même. Ça fait partie de notre contribution à la recherche sur l'arthrite. C'est pas juste faire les découvertes et communiquer nos découvertes dans les congrès, des publications, mais former les étudiants, les futurs chercheurs. C'est pas tous les étudiants qui deviennent chercheurs, mais ils œuvrent dans quand même le domaine de l'arthrite. On les sensibilise à la recherche sur l'arthrite. Alors ça, c'est une grande partie de notre travail. Mmh. Alors, c'est ça, aller chercher c'est comme une petite compagnie, hein, on a besoin Mmh. de personnel pour faire telle tâche, mais en même temps, on les forme et on les encourage à aller au congrès. Hem, c'est comme ça que ça commence, c'est avec les fonds, on achète les réactifs et ça déboule, le processus déboule et après ça, on court. Ouais. J'adore la question qui vient de rentrer. Quel est votre plus grand succès? Ah! Ah, OK. Merci pour la question. Il faut être humble dans la vie, par contre. C'est sûr qu'on est très, fiers, de notre recherche sur le frein, qu'on a découvert dans l'arthrite parce que, c'était une recherche de longue haleine. Ça a pris des Mmh, années. On a OK. parti, cette recherche dans un moment où les freins n'étaient pas très populaires, hein. C'est comme la mode. Il faut être à la mode Mmh. pour avoir des subventions. Veut pas, c'est la nature humaine. Ouais, c'est Mais vrai. cette découverte pour moi, c'était une des plus importantes dans ma carrière, et je remercie mon équipe, hein. Quand on parle de nos découvertes, c'est un travail d'équipe, mes collaborateurs, c'est pas juste moi. Sans Ouais. eux, je serais pas là aujourd'hui en vous parlant. Mmh. Merci, c'est gentil.
quel est votre plus grand défi en tant que chercheur? Le plus grand défi, c'est c'est sûr qu'il y a plein de défis. Il y a pas, je dirais, c'est sûr qu'aller chercher des fonds, c'est un grand défi, Mmh, pour la recherche. Les idées manquent pas, les personnes qui m'entourent sont extraordinaires. C'est peut-être, rallonger le nombre d'heures par jour pour avoir le temps de tout faire, et ouais, aussi, il faut garder en tête que la santé est importante. Alors, mmh, garder tout son équilibre. Mais, c'est sûr que le plus grand défi dans la recherche, c'est les fonds, mais, il y a de beaux défis également. De former un étudiant et de le voir, terminer son projet, ses études graduées et de le voir bien, réussir dans la vie. Ça, c'est un défi en soi, mais mmh. c'est quand on voit que ça se déroule bien, c'est tout à fait, agréable de voir, des succès comme ça. Alors on a plein de défis. C'est vrai, c'est vrai. Et ça doit être tellement valorisant de voir l'étudiant avec qui vous avez travaillé, prendre la prochaine étape dans leur carrière. Ça doit être, toute une sorte de motivation, j'imagine. C'est ça. Mmh. Ouais. Avec combien d'élèves travaillez-vous par année? C'est-tu des grandes équipes? Juste nous donner l'idée de l'ampleur d'une équipe. Ouais. Alors, les tailles des équipes, varient beaucoup. OK. Alors moi, j'ai un assistant de recherche, j'ai 2 étudiants gradués et on a des stagiaires qui viennent, 3 fois par année dans mon équipe. Alors, c'est la taille de notre équipe, mais il y a des équipes, beaucoup plus grandes que ça aussi, là. Alors ça varie. Ça varie aussi pendant notre carrière. Des fois, ça augmente, des fois, ça diminue. Mmh. Ouais. Merci. Bon, la prochaine question. Est-ce qu'on peut lire les recherches, de votre laboratoire à quelque part? Oui, sûrement, c'est sûr qu'on publie dans les journaux scientifiques. Mais aussi, j'ai un petit parce que je suis sur, le comité aviseur scientifique de la Société d'Afrique. Il y a un un petit paragraphe ou 2 sur mes recherches sur le site du CHUL, hem et aussi la fondation du CHU. Il y a l'information sur ma recherche sur les freins également. Mais, je travaille là-dessus pour, le disséminer, mes résultats plus, du côté, du public et des patients. J'ai le support maintenant pour le faire, ça c'est à venir. Mmh. Et voilà nos défis, parmi la liste de défis. Voilà. Mais j'ai une bonne équipe autour de moi, ça ce n'est pas c'est pas insurmontable, c'est possible. Ouais, parfait. Alors, je vous invite peut-être un ou 2 dernières questions s'il y en a. Le temps passe tellement vite. À chaque fois, je regarde là, je dis: «Mon Dieu, il nous reste 5 minutes. Comment ça se fait qu'il nous reste 5 minutes?» Mais je ne vois pas d'autres questions rentrer. Je vais peut-être juste laisser 1 minute ou 2 si jamais les gens sont en train de taper leur dernière petite question. Mais, ça j'ai tellement appris, Maria, j'ai tellement apprécié votre partage d'informations, votre partage de la processus, votre partage des résultats, votre partage des défis. Mais plus important, je pense, c'est le partage de l'espoir aussi, malgré tous les défis qu'on a devant nous, comme vous avez dit, c'est pas insurmontable. Ça se Ouais. fait, on voit le progrès, la technologie nous aide, l'intelligence artificielle nous aide. Un des défis reste peut-être la période de temps avant que le résultat peut devenir dans l'espace de la grande publique en termes de médicaments ou de solutions, mais ça se fait, c'est pas insurmontable. Effectivement et ce que je voulais aussi mentionner, j'ai parlé des 3 types de recherche quasiment en silo, un suit l'autre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'investissement dans les 3 volets est important pour que ça fonctionne. Quand on a vu Mhm. comme on a vu la COVID, la recherche fondamentale était, très importante pour que rapidement on voit qu'on s'aperçoit c'est quoi les virus, comment la protéine spike avait l'air. Après ça, développer le vaccin rapidement en préclinique et par la suite, on était en clinique très rapidement en l'espace de très court laps de temps. C'était exemplaire comment la communication entre ces 3
volet de recherche peut amener à des découvertes, extraordinaires qui Hmm. sauver finalement, la vie de la population, des milliers de personnes. Alors, Ouais, avoir des supports pour ces 3 volets, c'est super important et la collaboration et communication entre les 3 et les patients aussi qui s'impliquent dans les 3, ça fait en sorte qu'on peut avancer les découvertes l'avancement de la science beaucoup plus rapidement. ouais. Merci beaucoup, Maria. Ça conclut déjà le webinaire. On a quelques minutes ensemble, mais au nom de la Société de l'Athlète du Canada, un grand remerciement du fond du cœur pour votre temps d'expertise ce soir. Et j'aimerais aussi offrir des remerciements à votre équipe, Marc Pouliot, Emmanuel Rollet-Labelle, Laetitia Michou, Luc Bissonnette, pour non juste leur soutien à la préparation, mais aussi à votre soutien. Pour ceux qui sont parmi nous ce soir, nous aimerions avoir vos impressions de la présentation. Vous allez voir sur l'écran un court sondage. Alors, s'il vous plaît, cliquez sur la réponse qui représente votre opinion. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors, la question, pardon, j'ai avancé trop vite. Oh mon Dieu, j'ai cliqué tous les mauvais boutons, tout le monde. Désolé. Alors, la question, je me sens mieux informée et outillée après avoir participé à ce webinaire ce soir. Les options de réponse sont fortement en accord, d'accord, neutre ou fortement en désaccord. Et c'est important pour nous. C'est important de savoir jusqu'à quel point vous appréciez le sujet parce que ça nous aide à créer les prochains webinaires aussi. Fait que s'il vous plaît, prenez juste le petit minute, cliquez sur votre réponse. Pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à ce sondage ou qui aimeraient nous donner des commentaires beaucoup plus complets, sachez que le sondage plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de la présentation ce soir d'ici quelques jours. Nous apprécions vos commentaires et suggestions qui nous aident à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent. Et encore une fois, j'aimerais remercier Pfizer ainsi que les autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur la traite pour avoir rendu la session ce soir disponible. Nous vous invitons à participer à la prochaine atelier Aide entre aides, qui est Rencontre entre pairs, qui va avoir lieu mardi le 24 octobre prochain. Ne manquez pas cette occasion d'avoir des conversations ouvertes et franches sur votre parcours avec la traite et de partager votre expérience avec d'autres personnes vivant des défis similaires aux vôtres. Pour plus d'informations, s'il vous plaît, envoyez une petite note à entraide@commercial-attraite.ca. Notre prochain webinaire sur la gestion de la douleur sera avec le docteur Kashi et ça va avoir lieu le 15 novembre prochain. Vous allez recevoir le lien pour vous inscrire dans le courriel qui va vous être envoyé la semaine prochaine. Alors, déjà la fin de notre session, voici donc ce qui conclut l'édition de ce soir, Conversation sur la traite, la recherche sur la traite du laboratoire pour succès. En mon nom et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir partagé votre temps avec nous et un gros merci encore, Maria Fernandez. Merci énormément de votre temps ce soir. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir.